c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Bruno Cottresse. Il est politologue et chercheur au CNRS, ainsi qu'au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Bonjour et bienvenue à vous, Bruno Cottresse. On est très intrigués, on en parlait encore ce matin dans les journaux, par ces convois de la liberté, comme ils s'appellent, qui nous arrivent du Canada et qui font des petits en France. Certains appellent à rouler et à venir sur Paris et converger vers Paris demain soir. On a vite fait, depuis 2-3 ans, de coller l'étiquette gilet jaune dès qu'il y a un mouvement social, dès qu'il y a une manifestation. Mais là, est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce que les convois de la liberté, c'est le nouveau nom des gilets jaunes ou pas? Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques éléments de différenciation. Les gilets jaunes, au départ, c'était la question de la taxation du prix à la pompe, en particulier le diesel. Les gilets jaunes, au départ, c'est sur les ronds-points. Là, il s'agit maintenant de se mettre sur les routes. Donc, il y a des éléments de différenciation. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'éléments qui rappellent les prémices, en tout cas, de la crise des Gilets jaunes. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux pour en appeler à la mobilisation, les groupes Facebook, les groupes Telegram, tout un tas d'outils qui sont des outils qui sont là pour à la fois générer de l'entraide entre ceux qui se mobilisent, un sentiment d'appartenir à une même communauté. Donc on voit que cette dimension qui est la forme de la mobilisation... Il y a quand même un petit tronc commun là dans ce Voilà, il y a un tronc commun. Ouais. Et puis surtout, c'est le fond des revendications, parce qu'au-delà du pass vaccinal dont il est question là, on voit que c'est tout à fait d'autres choses dont il est question, des dimensions mais beaucoup plus structurelles, celles qu'on retrouvait précisément dans la crise des Gilets jaunes. Mais il y a le sentiment, au fond, d'une société française qui continue d'être profondément injuste, d'accentuer les inégalités sociales à travers la question du pass vaccinal. On voit aussi la question démocratique qui est toujours là, et puis peut-être aussi le sentiment que malgré tout ce qui a été fait depuis, le grand débat national, les problèmes n'ont pas été réglés, qui sont toujours là. On a mis la poussière sur le tapis, c'est ça l'impression qu'ils peuvent avoir? On a mis la poussière sur le tapis, c'est vraiment ça, je pense que le sentiment qu'ils ont, et ils se rappellent au bon souvenir, en particulier d'Emmanuel Macron, en période de campagne électorale. Alors, ça dit, il y a gilets jaunes et gilets jaunes. Il y a eu les gilets jaunes majoritaires des premiers temps, qui étaient là pour des problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'ils ne s'en sortaient pas, parce qu'ils ne bouclaient pas les fins de mois. Et puis, il y a eu tous les radicaux, tous ceux qui ont fait un peu dégénérer le mouvement, qui étaient minoritaires, il faut le dire aussi. Là, on a affaire à qui? C'est un mélange de tout, parce qu'il y a des antivax, il y a des complotistes, il y a des gens qui n'arrive pas à faire le plein. Il y a qui dans ce mouvement de... C'est difficile d'en faire la sociologie aujourd'hui, parce que c'est un mouvement qui est naissant. Bien évidemment, on pourra le faire dès qu'on aura un peu plus de données, en particulier sur les groupes Facebook, dès qu'on en saura un petit peu plus. Donc c'est difficile. Il y a des origines assez diverses. Quand on regarde, par exemple, qui sont ceux qui se présentent ou qui sont déjà présentés comme des porte-paroles, comme des leaders. On sait que c'est une appellation dont il faut un peu se méfier. Eux-mêmes, peut-être, ne le revendiquent pas complètement de se présenter comme les leaders, mais on voit qu'ils viennent d'horizons un peu différents. Il y a certains qui se sont mobilisés déjà dans des combats avant Nuit debout, par exemple. Il y en a qui ont été très impliqués dans les Gilets jaunes aussi, bien évidemment. On voit que certains des politiques essayent de s'immiscer à l'intérieur. Adrien Quatennens sur la France Insoumise hier, qui disait, par exemple, on soutient. Ou Florian Philippot. Par exemple aussi. Qui est très anti-vax, pour le coup, qui est très anti, très mobilisé dans l'anti-vax, mais on voit que pour le moment, c'est plutôt mis de côté et que ce nouveau mouvement, il ne cherche pas forcément la récupération partisane. Ça dit quelque chose de politique, par contre. Ça dit quelque chose de politique, et c'est étonnant dans le timing, parce que faire pression sur des candidats pendant une campagne électorale, c'est légitime, et il n'y a aucune colère qui est illégitime en démocratie. Mais le meilleur moyen de s'exprimer, c'est le bulletin de vote dans 2 mois. Chacun va pouvoir choisir et déterminer vers qui il veut aller et de qui il ne veut plus. Bien sûr, mais ça ne leur parle plus. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit que quand on élargit, au fond, le regard, qu'on s'intéresse peut-être à l'ensemble de la société française et qu'on prend ce genre de phénomène un petit peu comme des phénomènes un peu exceptionnels qui nous montrent et qui permettent de mettre le projecteur sur quelque chose qui ne va pas très bien dans notre système démocratique. On voit que les Français continuent de dire que voter, rien n'est plus essentiel en démocratie, que le vote reste le meilleur moyen de l'expression publique, mais il y a aussi beaucoup d'insatisfaction. Le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas en France est un sentiment que nous avons beaucoup étudié dans une enquête récente du CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, et on voit que les Français disent « la démocratie, c'est bien, ça ne fonctionne pas ». Il y a plus de la moitié des personnes qu'on interroge qui disent que la démocratie française ne fonctionne pas. Il y a une aspiration aussi à une démocratie. Mais du coup, ils demandent quoi? Ils demandent un changement d'institution, ils demandent une révolution. Ça peut déboucher sur quoi? Alors, il y a clairement des demandes en matière institutionnelle. Par exemple, la reconnaissance du vote blanc lors des élections, limiter encore davantage le mandat, le cumul des mandats, le référendum d'initiative citoyenne, c'est toujours assez soutenu. Le fameux RIC. Le RIC, le fameux RIC, c'est toujours assez soutenu.
Donc on voit qu'il y a des demandes, des aspirations, mais aussi des frustrations, des tensions sur la démocratie en France aujourd'hui, et que si les Français restent toujours extrêmement convaincus que le système démocratique est irremplaçable, ils sont devenus très critiques par rapport aux porteurs de ce système démocratique, les élus, les partis politiques, les gouvernants. Et en même temps, il n'émerge pas de ça de mouvement politique. On a vu aux européennes, juste après les Gilets jaunes, ils n'avaient pas réussi à construire une offre politique Gilets jaunes. Il y a eu quelques listes qui avaient fait des miettes, en fait. C'est une autre des particularités de ce type de nouvelles mobilisations. Ce sont des mobilisations qui n'ont pas de leader, d'une certaine manière. Il y a des leaders éphémères, temporaires, qui des fois ne se reconnaissent pas eux-mêmes, autoproclamés, ou des fois qui ont été presque présélectionnés par les médias, qui ont besoin que certains portent la parole, bien évidemment, mais il y a l'impossibilité d'avoir un vrai leadership et une vraie organisation politique. Ce sont peut-être même des mouvements qui considèrent que l'institutionnalisation sous la forme d'avoir des leaders, d'avoir des porte-paroles, d'avoir une organisation, c'est presque l'antithèse de la démocratie. Est-ce qu'il fait peur, ce mouvement? Est-ce qu'il doit faire peur? Est-ce que la France doit trembler? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en démocratie, il est plutôt bon que les courants d'opinion puissent s'exprimer, à condition évidemment qu'ils respectent les institutions et le cadre de la loi. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis de l'exécutif, en pleine période électorale, on peut considérer que l'exécutif, on peut comprendre que l'exécutif voit ça et surveille ça de très très près, parce que tout ce qui va rappeler aux yeux de l'opinion cette douloureuse période de la crise des Gilets jaunes, de l'automne 2018-2019, il faut se rappeler les images que nous avons vues, évidemment ramène Emmanuel Macron vers un épisode douloureux de son mandat. Quel est le rôle des médias face à ce genre de mouvement? Évidemment, ceux qui sont pour trouvent qu'on n'en parle pas assez, ceux qui sont contre trouvent qu'on en parle beaucoup trop. Est-ce qu'il y a un rôle peut-être de prophétie autoréalisatrice, à force de dire « regardez, ça va arriver, on met une caméra dans les Champs-Élysées, on dit « se retrouveront là à 14h » comme on a vu ça pendant les Gilets jaunes, dès 9h le matin ». Est-ce qu'il y a une responsabilité des médias ou une irresponsabilité des médias? Je ne crois pas. Je pense que les médias sont des acteurs, évidemment, aujourd'hui de ce qui se passe dans l'espace public, dans le débat public. Les acteurs politiques, ceux qui se mobilisent, utilisent évidemment les médias. Les médias sont dans leur rôle en même temps de rendre compte des événements. Ce n'est pas eux qui créent ces événements. Nous sommes dans une société qui est une société d'hyper-exposition aux messages médiatiques, de campagne présidentielle presque permanente. Et c'est ça aujourd'hui, notre démocratie. Elle est effectivement en permanence sous les yeux des réseaux sociaux, des caméras. Merci beaucoup Bruno Cotresse pour cet éclairage précieux sur ce mouvement naissant qu'on appelle donc le Convoi des libertés. Merci à vous.